Le 20h sur Eden Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition au sommaire. Quelques jours encore et les élèves et écoliers reprendront le chemin des classes. Mais bon nombre de parents arrivent difficilement à satisfaire à certains besoins. Et dans un autre registre, sur le tronçon Séné-Concorde-Sekondi, les travaux d'asphaltage connaissent de meilleurs jours en interactualité. Washington continue de faire pression sur Téhéran par le biais de leur envoyé spécial en Iran. Et bien sûr, dans cette édition, vous aurez des détails sur le remaniement ministériel. Ce sera tout pour les titres. Installation ce jour de la 6e mandature de l'Union des professionnels des médias du Bénin. La cérémonie s'est déroulée à la Maison des médias. Thomas Meillanson, Zakat Latondi, présidente de l'UPMB, promet de faire de l'engagement, de l'éthique et de l'excellence le leitmotiv de son équipe pour une presse plus spécialisée. Eh bien, je vous propose de l'écouter à présent. C'est ensemble que je nous engage sur cette nouvelle voie. Une nouvelle voie qui nous aidera à faire de notre union un syndicat fort au service de tous les acteurs des médias du Bénin. Au cours de cette mandature, et comme annoncé, nous allons travailler à la formation, à la spécialisation, à répondre aux attentes de tous les acteurs des médias du Bénin. Mais nous avons encore du chemin, reconnaissons-le. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. Engageons-nous donc pour notre union avec des réformes indispensables pour davantage impacter et servir tous les professionnels des médias du Bénin. Il y va de notre survie. À quelques jours de la rentrée scolaire 2019-2020, les stands de fourniture sont presque déserts. Les parents d'écoliers et d'élèves peinent à se rendre sur ces points de vente d'articles d'école. Reportage Horacia Djodji. Des stands de fournitures scolaires, on en rencontre depuis plusieurs semaines partout dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces points de vente exposent des articles qui attirent mais ne grouillent pas de monde. C'est presque le calme total. L'affluence, c'est pas encore ça parce que à partir de 19h, l'affluence, on ne trouve plus l'affluence. Les clients diminuent et à 20h, probablement, on arrive à tout emballer. Mais on remarque aussi que quand on ouvre les dimanches, ils viennent. La raison principale évoquée à la veille de chaque année scolaire pour justifier ce manque d'affluence est la cherté des fournitures. Effectivement, les fournitures sont très chères cette année comparativement à avant. Il y a des produits qui ont pris de prix encore. Les choses sont chères, c'est de l'argent. Je viens d'acheter des choses pour une fille qui est en seconde. Pas les cahiers seulement là. J'ai amené 30 000 ici, il me reste à peine. Je sais ce qu'il me reste. On essaye d'acheter ce qui est plus important, les livres, les cahiers, et après on verra pour compléter le reste ce qui manque. Mais sinon on fait avec les prix, on n'a pas le choix. Ce constat est autrement perçu par certains parents d'élèves selon qui la situation est due à la morosité économique actuelle au Bénin. Quel parent à la rentrée vous a dit qu'il a l'argent? Personne ne dit qu'il a l'argent. C'est une situation qu'on a vécue et on continue de vivre. Mais ce n'est pas dire que la rentrée n'aura pas lieu. Les enfants vont commencer la rentrée. Donc, selon moi, je pense que c'est notre habitude. Nous sommes à moins de 2 semaines de la reprise des cours. Quelle que soit la raison, les parents d'élèves doivent s'acquitter de leur devoir de préparer la rentrée à leur progéniture. Le projet d'aménagement urbain au Bénin évolue. Carnot François Rongbédérento et Damien Prédro se sont rendus à Cotonou sur le tronçon Séné-Concorde-Sekondi pour constater l'évolution des travaux d'asphaltage, suivant le compte rendu. À l'instar de certains quartiers ciblés pour le projet d'aménagement urbain à Cotonou, le tronçon Séné-Concorde-Sekondi est en chantier depuis la remise officielle des différents sites aux entreprises adjudicataires. Pour Modeste Couton, l'un des ouvriers rencontrés sur le chantier, rien de négatif n'est à signaler en ce qui concerne l'évolution des travaux. Je suis ouvrier sur le chantier, les travaux évoluent très bien. Non, il n'y a pas de problème particulier. Oui, tout se passe très bien. Dans le rang des riverains et usagers de la voie, des sentiments de joie sont exprimés. Avant, s'il pleut, c'est difficile. Mais lorsque la voie est en chantier, s'il pleut, ça ne nous gêne pas. On passe librement. J'apprécie tout, c'est bon quand même. Moi, je ne pensais pas que
devant nous ici, dans le quartier, il y aura le pavé. Mais je rends grâce à Dieu. Et je remercie beaucoup notre président. Vraiment, je suis très ému. Je cherchais même votre canal pour pouvoir m'exprimer. Et vraiment, je remercie infiniment le chef d'État pour tout ce qu'il fait pour notre zone. Nonobstant l'expression de ces sentiments de satisfaction, des appels sont lancés non seulement à l'endroit des autorités, mais aussi à l'endroit des ouvriers. Ils n'ont qu'à les renforcer pour que le travail aille vite. Ce que j'aimerais demander aux entrepreneurs, dans les jours à venir, s'ils peuvent toutefois précipiter, parce que nous sommes dans une période de pluie et ça nous dérange un peu. Rappelons que 650 km de routes sont concernés par le projet asphaltage pour un coût global de 900 milliards de francs CFA. Il s'agit de l'aménagement et la réhabilitation de voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les grandes villes du Bénin. L'attente a été longue depuis la libération des espaces publics, mais assurément, les populations en jouiront bientôt. Journalistes des départements du Koufo et du Monon ont reçu ce mardi 3 septembre 2019 à l'hôtel de l'Étoile Rouge de Lokossa une formation sur le fonctionnement de la justice au Bénin, organisée par le consortium formé par le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO et Grucide ONG. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du démarrage du projet d'appui à la justice. Compte rendu de l'atelier avec Jonas Bouchi. Mettre à contribution le professionnalisme des acteurs des médias du Mono-Koufo pour une justice de qualité, accessible à tous, tel est le but de cet atelier organisé par les responsables du projet d'appui à la justice PAJ, un projet que conduit le consortium formé par Gracide ONG et le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Au Bénin, les tribunaux de conciliation, qui sont des tribunaux de proximité aux justiciables, sont très peu fréquentés par les citoyens. Dans le même temps, les officiers de police judiciaire et les acteurs de la justice sont débordés. C'est pour cette raison que le consortium composé par le RESFECO Bénin et l'ONG Gracide a signé un contrat de subvention avec le ministère de la Justice et de la Législation pour la mise en œuvre du projet intitulé pour une justice de qualité accessible à tous. Le représentant du maire de Lokossa salue la clairvoyance des initiateurs d'un tel projet, car selon lui, il existe encore au Bénin des facteurs qui ne facilitent pas l'accès des populations à la justice. Les populations à faible niveau de revenus restent encore trop souvent dans des logiques de quasi-survie. Des juridictions ne sont pas rapprochées des justiciables. Le Bénin compte 77 communes alors qu'il existe à ce jour 14 tribunaux de première instance. Les tribunaux de première instance sont parfois très éloignés des populations qui sont appelées à les saisir. Le chargé de programme de Gracide ONG, Ambroise Tohenou, nous fait part de leur attente des professionnels des médias dans l'exécution du projet. Ce que nous entendons des professionnels des médias, c'est le relais d'information pour que dans leur zone de couverture, qu'ils puissent vraiment passer des émissions qui vont quand même permettre à ces communautés de savoir que la police fonctionne pour accompagner la communauté et est là pour le bien-être de tout le monde. Et que sa saisine est très simple et tout citoyen peut la saisir à tout moment. Financé par le 10e Fonds européen de développement, le projet d'appui à la justice s'est assigné entre autres priorités le renforcement de l'état de droit, la promotion de la démocratie et la lutte contre la corruption. Remaniement ministériel au Bénin, on note 3 départs. Marie-Odile Tenasso, Serge Arissou et Tchabi Adam Bintou Taro. Plusieurs entrées sont enregistrées, 6 plus précisément. Hervé Khéromain revient au ministère des Infrastructures. Jean-Michel Abimbola prend le portefeuille de la Culture et des Arts. Alain Oronla devient ministre de la Communication et des Postes. Aurélie Adam Zoulé Zoumaro reste à l'économie numérique et de la digitalisation. Sadia alimente
Ramatou Assouma prend le département du commerce et Éléonore Ladécan épouse Yahi. Sinon, Éléonore Yahi épouse Ladécan devient ministre de l'enseignement supérieur. Eh bien, nous poursuivons cette édition en page sport. La deuxième édition du championnat national de jeux de balle au tambourin a été lancée ce mercredi à Ouida par les responsables de la fédération et le représentant du maire de Ouida. Une édition à laquelle participent les catégories juniors et seniors. Laurent Roland Kodjotoninques pour le point. La ville historique de Ouida abrite la deuxième édition du championnat national de jeux de balle au tambourin. Les activités ont été lancées ce mercredi 4 septembre 2019 au Fort français de Ouida. Le jeu de balle au tambourin est une discipline sportive inconnue du grand public dont nous donne les précisions Thomas Tossoudan, président de la fédération béninoise. Le jeu de balle au tambourin n'est pas un jeu de contact. Ça se joue comme le tennis. Mais la différence entre le tennis et le jeu de balle au tambourin est qu'il n'y a pas de filet. Le jeu se joue avec le matériel que vous voyez dans leurs mains, qu'on appelle tambourin. Et c'est d'ailleurs le matériel qui a donné le nom à la discipline. Ça se joue avec un tennis, mais tennis basse pression, dépressurisé. Et le décompte diffère légèrement du décompte de tennis. Ici, ça ne se gagne pas au 7, mais plutôt aux 13 jeux gagnants. C'est-à-dire la première équipe qui atteint 13 jeux a gagné le match. Et pour gagner une partie, il faut un décompte de 15 points et le premier à atteindre 60 points est le gagnant. Cette deuxième édition du championnat connaît la participation de plusieurs équipes venues de plusieurs villes du Bénin, dont 4 équipes juniors et des équipes seniors. Pour le représentant du maire de Ouida, c'est un honneur pour la ville d'accueillir toute une délégation dans le cadre de ce championnat. Il a remercié les responsables de la fédération béninoise de jeux de balle au tambourin pour les efforts fournis en 3 ans d'existence. Au nom de Madame le maire de la commune de Ouida, je peux vous rassurer que le conseil communal, sous le leadership de sa présidente, Madame Célestina Diadohou, prendra toutes les dispositions afin de mieux vous accompagner pour la pérennité de cette activité à Ouida. Et comme toute activité sportive, je voudrais inviter chacun des joueurs au fair play. Aussi, faudra-t-il observer le principe de la souplesse dans le jeu qui fera de ce championnat une réussite. Je vous exhorte donc à présenter aux curieuses et aux curieux de cette nouvelle discipline du beau spectacle. Une équipe de la ville de Ouida, dénommée Gléro United Sport, participe à ce championnat. Le jeu de balle au tambourin a été créé vers 1860 dans le Languedoc en France. Un sport qui sera à nouveau considéré comme une discipline olympique en 2024. Le Bénin est le seul pays africain qui le pratique. Les meilleurs de ce championnat national participeront à la compétition mondiale prévue pour décembre 2019 en Italie. Actualité en dehors du Bénin au Royaume-Uni, nouvelle journée décisive pour Boris Johnson, le Premier ministre britannique. La Chambre haute du Parlement britannique examine ce jour une proposition de loi, un test qui pourrait obliger le Premier ministre à demander à Bruxelles un report de 3 mois du Brexit. Hier, les députés ont adopté la loi pour repousser la sortie de l'Union européenne et rejeter la demande d'élection anticipée de Boris Johnson. Nouvelle session cauchemardesque pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a connu hier une double défaite parlementaire. Privé de majorité, celui que l'on surnomme Bojo a d'abord vu ses plans de sortie de l'Union européenne remis en cause. Les parlementaires ont en effet adopté une loi l'obligeant à réclamer à Bruxelles un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020 si aucun accord n'est conclu avant la date prévue, autrement dit le 31 octobre prochain. Une décision qui a poussé Boris Johnson à demander de nouvelles élections. Monsieur le Président, le gouvernement ne peut pas continuer à fonctionner si la Chambre des communes refuse d'adopter ce que le gouvernement propose. Et à mon avis, et de l'avis de ce gouvernement, il doit maintenant y avoir une élection le mardi 15 octobre et j'invite l'honorable député à répondre pour décider qui de nous deux ira en tant que Premier ministre à cet important Conseil de l'Union européenne le jeudi 17 octobre. Nouveau vote et nouvelle défaite pour Boris Johnson qui n'a obtenu que 298 voix, soit moins de la majorité des 2 tiers nécessaires pour entériner ces nouvelles élections.
Les élus travaillistes se sont abstenus, souhaitant d'abord avoir l'assurance que la proposition de loi sur le report du Brexit soit validée par la Chambre des Lords et l'assentiment royal. L'offre de l'élection aujourd'hui ressemble un peu à l'offre de la pomme à Blanche-Neige par la méchante reine. Parce que ce qu'il offre n'est pas une pomme, ni même une élection, mais le poison d'un Brexit sans accord. Un choix qui a provoqué la colère de l'ancien maire de Londres. Il y a 48 heures, il scandait « Arrêtez le coup d'État, laissez le peuple voter ». Maintenant, il dit « Arrêtez les élections et empêchez le peuple de voter ». Je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Je pense qu'il est le premier chef de l'opposition dans l'histoire démocratique de notre pays à refuser de participer à une élection. Monsieur le Président, la conclusion évidente est, je le crains, qu'il ne pense pas pouvoir gagner. J'exhorte ses collègues à réfléchir, cette nuit et au cours des prochains jours, à ce qui, à mon avis, constitue une position insoutenable. Seule éclaircie dans cet océan de mauvaises nouvelles pour le Premier ministre britannique, la plus haute instance d'Écosse a déclaré légale la suspension du Parlement très controversée proclamée fin août et qui doit débuter à partir du 9 septembre pour une durée de 5 semaines. Washington continue de faire pression sur Téhéran par le biais de leur envoyé spécial en Iran. Les États-Unis annoncent vouloir accorder une récompense pour toute information permettant de perturber les opérations financières iraniennes. C'était l'un des objectifs d'Emmanuel Macron lors du G7 à Biarritz, faire revenir l'Iran à la table des négociations. Le président français a réussi son pari avec la présence du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, en marge du sommet. Tout en ménageant son allié américain, la France a décidé de prendre en main l'épineuse question du nucléaire iranien. Les décisions américaines des derniers mois ont mis beaucoup de pression et doivent nous mettre en situation d'améliorer justement la sécurité régionale de la région. Par cette coordination, nous avons pris une initiative hier qui a été de faire revenir le ministre des Affaires étrangères iranien. Il y a eu de nombreux échanges avec les ministres français qui ont permis justement de dessiner un chemin. Rien n'est fait. Les choses sont encore éminemment fragiles. Mais il y a des discussions qui se sont ainsi amorcées sur le plan technique avec véritablement des avancées. Depuis, les échanges entre la France et l'Iran se sont multipliés. En début de semaine, la visite surprise d'un émissaire iranien à Paris démontre l'intensité des discussions. Et lorsque Hassan Rouhani durcit le ton mardi dernier en refusant de négocier avec les États-Unis, c'est une nouvelle fois la France qui maintient la ligne de communication ouverte. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Cela reste très fragile. Mais on se parle avec une relative confiance. Le président de la République a senti que le président Trump était disposé à atténuer la stratégie de pression maximale, à trouver un itinéraire permettant d'aboutir à un deal. Toutefois, la France ne peut pas agir seule dans ce dossier. Emmanuel Macron doit obtenir le soutien de ses partenaires européens, ainsi que l'aval des puissances américaines et chinoises. Un délai qui ne satisfait pas vraiment les Iraniens. Téhéran, étouffé par les sanctions américaines, maintient la pression tout en reconnaissant la France comme son interlocuteur privilégié. Nous avons un cadre de négociation avec le gouvernement français pour une période de 5 mois, allant d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Mais les Français disent qu'ils vont discuter avec l'Europe, avec la Chine et avec d'autres pays, dont les États-Unis. Alors qu'Hassan Rouhani vient d'annoncer l'accélération de la reprise du programme d'enrichissement d'uranium, des négociations seront ouvertes entre l'Europe et l'Iran avant la fin de l'année. La République islamique réclame 15 milliards de dollars de crédit pour sauvegarder l'accord de Vienne et éviter une escalade des tensions dans le Golfe Persique. Les nouvelles annonces faites par les États-Unis d'Amérique compliquent la médiation française pour amorcer le dialogue entre Téhéran et Washington. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne en mai 2018, l'Iran cherche un interlocuteur pour négocier. Depuis quelques semaines, Paris semble jouer ce rôle. Aujourd'hui, le gouvernement des États-Unis intensifie sa campagne de pression maximale contre la République islamique d'Iran. Tout d'abord, nous annonçons une récompense pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute personne qui nous aide à perturber les opérations financières du corps des gardiens de la Révolution et de la force Al-Quds en Iran. Aujourd'hui, les États-Unis prennent également des mesures radicales contre un réseau de pétrole à usage terroriste.
Au cours des derniers mois, la force Al-Quds a exploité un réseau de transport de pétrole illicite. Ce réseau a transporté des centaines de millions de dollars de pétrole illicite. Cet argent est ensuite utilisé pour financer le terrorisme. Si vous regardez l'histoire, l'Iran ne revient jamais à la table des négociations sans pression diplomatique, sans isolement diplomatique, sans pressions économiques ou sans menace de recours à la force militaire. C'est tout simplement l'histoire. Nous continuerons donc, comme nous l'avons fait aujourd'hui, à nier les revenus du régime, à augmenter les coûts à cause de son comportement malveillant. Et nous pensons que cela permettra de créer l'atmosphère qui mènera éventuellement à des pourparlers, mais c'est une décision que les Iraniens doivent prendre. Eh bien, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.